Bonsoir. Depuis ce matin, les députés examinent la loi sur la refondation de l'école. Plusieurs points sont abordés. Au-delà des 4 jours et demi qui ont déjà été fixés par décret en janvier, c'est le fonds d'aide qui serait voté pour aider les communes à prendre en charge les élèves après la classe. La réforme met également en avant l'interdiction des devoirs écrits à la maison dans le primaire, l'apprentissage d'une langue étrangère dès le CP et la réduction, si possible, des redoublements. On voit ça avec Audrey Coll. Avec la loi sur la refondation de l'école, des points importants seront votés, dont les fameux 60 000 nouveaux postes promis par François Hollande lors de sa campagne présidentielle. La loi prévoit également le retour de la formation des enseignants, supprimée en 2010, des points positifs pour les syndicats sans être suffisants. Il faut qu'on arrive à mener le débat et c'est un peu ce qui nous pose problème en ce moment, c'est que le gouvernement lance plutôt des invectives contre les enseignants plutôt que mener un véritable dialogue. Voilà, donc nous on attend qu'il y ait plus d'écoute des professionnels qui sont sur le terrain au quotidien. Au-delà des 4 jours et demi qui ont déjà été fixés par décret en janvier, c'est le fonds d'aide qui doit aider les communes à mettre en place les rythmes scolaires dès septembre 2013 qui sera examiné. 50 € seraient alloués pour chaque enfant, une aide certes, mais insuffisante pour certains maires. Nous, à Courcouronnes, on essaie de la mettre en œuvre dès septembre parce qu'on était déjà prêts sur nos idées de développement éducatif pour les enfants. Il y a un truc qui ne nous plaît forcément pas, c'est qu'à Courcouronnes, ça va nous coûter quasiment 350 000 € par an. Le coût est estimé aujourd'hui entre 150 et 200 € par enfant. Et l'aide, elle est que pour la première année. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, on paye plein pot tout seul. D'autres points font également débat, la réduction progressive du redoublement qui coûterait cher sans résultat probant, l'arrivée d'une langue vivante dès le CP. Le texte fixerait également des objectifs précis en matière de compétences en français et en mathématiques. Les débats auront lieu toute la semaine. Le camp Roms de Vigneux-sur-Seine a été évacué ce matin par les forces de l'ordre. Sur les 400 Roms que comptait le bidonville, il en reste encore une centaine de la nuit dernière. Tous ont été délogés. Les familles recherchent de nouveaux abris pour la nuit et des associations sont évidemment venues à leur secours. Aurélie Colombel. À l'annonce de l'expulsion imminente, la semaine dernière, 300 personnes ont quitté le bidonville de Vigneux. Ce matin, quand les CRS et les policiers sont venus évacuer le camp, moins d'une centaine de personnes étaient présentes. Depuis, l'accès a été bloqué, mais pour les associations, l'expulsion était illégale. La décision de justice n'a pas été appliquée. On a expulsé collectivement, même des gens qui n'avaient pas été jugés pour être expulsés. Les associations mobilisées ont conduit 22 enfants et 31 adultes à la Maison des Solidarités de Draveil. De là, il a fallu trouver une solution d'hébergement. Certaines familles sont logées dans des hôtels sociaux, quelques familles. Et pour les autres familles, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de solution prévue ni par le Conseil général, ni par la préfecture et l'État. Et voilà, on est en attente de solutions. Finalement, le Conseil général a trouvé une solution pour 10 familles en situation d'urgence. Celles avec des femmes enceintes ou des bébés bénéficient de 10 jours d'hébergement. Les 5 autres familles sont guidées par la Croix-Rouge et logées pendant une semaine. Et le Conseil général confirme que les 53 personnes recensées à la Maison des Solidarités ce matin à Draveil ont trouvé une solution d'hébergement provisoire d'au moins une semaine. Des solutions vont être aménagées pour que les enfants scolarisés puissent reprendre les cours à la fin des vacances scolaires. On passe au conflit de la Poste, 6e jour de grève. Les facteurs d'Épinay et les distributeurs de colis de Morsan ont été rejoints par 10 sur les 15 facteurs de Morsan. Rappelons que les postiers d'Épinay refusent d'être transférés à Morsan et leurs collègues distributeurs de colis refusent d'être déplacés à Lys. Ils se sont rendus ce matin à la direction départementale d'Évry où ils ont été reçus par la directrice du groupement qui leur a proposé une suspension provisoire de la restructuration de 5 semaines. Une période durant laquelle chaque facteur serait reçu individuellement pour parler des modalités de déplacement. Mais pour confirmation, les postiers devront s'entretenir quand même avec le directeur des établissements. Un rendez-vous, en tout cas, aurait été pris pour demain. En attendant, la grève est reconduite. Cela dit, il y a une avancée. La direction sera revenue sur son idée de transférer les boîtes postales à Morsan-sur-Orge. Elles resteraient donc à Épinay, comme jusqu'à présent. Avant de parler de Claude François, dont c'est aujourd'hui le 35e anniversaire de sa disparition, le sport, et plus particulièrement le rugby. L'objectif d'Orsay, la qualification pour les phases finales de Fédéral 2. Les joueurs essonniens recevaient hier Cognac, les leaders du championnat. Une victoire des Orséens était très demandée. La suite, Éric Coutard.
Orsay pouvait faire un grand pas vers la qualification pour les phases finales de Fédéral 2. Les hommes du tandem Rojol-Riquel recevaient les leaders de la poule 2, les joueurs de Cognac, qui n'avaient connu la défaite qu'à 2 reprises depuis le début de la saison. C'est dire le défi qui était proposé aux Essonniens. Et dans ce match, c'est Cognac qui ouvre la marque sur une pénalité 3-0, alors que c'était les Orséens qui avaient eu jusque-là les meilleures occasions. Orsay égalise quelques minutes plus tard par le GAC sur une pénalité 3-3. Si les buteurs vont manquer plusieurs occasions de faire avancer leurs coéquipiers au panneau d'affichage, ce sont les Orséens qui vont inscrire le premier essai de la rencontre. Sur une superbe percée de leur demi de mêlée, Orsay trouve l'ouverture et passe en tête au score 8-3. Cognac va ensuite réduire l'écart sur une pénalité 8-6. Ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, Orsay et Cognac n'inscriront pas d'essai malgré de bonnes intentions, mais auront chacune l'occasion de remporter le match au pied. Cognac va d'abord prendre l'avantage sur une nouvelle pénalité, 9-8. Puis Orsay reprend l'avantage sur une longue pénalité de Le Gac, peu en verve jusque-là, 11-9 pour les Essonniens. En toute fin de rencontre, Cognac aurait pu remporter le match sur une nouvelle pénalité, mais le ballon passera à côté des barres. Puis sur une nouvelle tentative de drop qui connaîtra le même sort, Orsay remporte une victoire de prestige, 11-9, et se replace dans la course à la qualif à 2 matchs de la fin de saison. Aujourd'hui, si on arrive à être dans les 4 premiers, ce serait vraiment exceptionnel. Et puis ça, au moins, ça nous prolongerait le championnat jusqu'à fin avril. Sinon, ça s'arrêterait le 6 avril. C'est vrai que c'est un peu tôt pour les joueurs. Ça nous laisserait encore un mois d'aventure ensemble pour cette belle saison. Voilà, c'était le 11 mars 1978. Claude François quittait ses millions de fans chaque année. Ils sont toujours aussi nombreux à venir de toute la France se recueillir au Moulin de Danois, l'ancienne demeure de l'artiste près de Milly-la-Forêt. Du gris et du froid n'ont pas empêché les fans de rendre hommage au chanteur idole, passage obligé au cimetière, véritable lieu de pèlerinage, toute l'année d'ailleurs fleuri. Je vous propose d'écouter les quelques mots qu'une fan de la première heure et une Claudette ont bien voulu dire au micro de David Kircher et de Benjamin Maton. 53 ans. J'ai toujours une passion d'une petite fille, d'une vie de 17 ans. Donc je viens tous les ans, même plusieurs fois par an, sur la tombe et se promener dans son village. Je pleure tout le temps. J'ai encore pleuré tout à l'heure en allant au cimetière et voilà. Moi, je suis plus émotive aujourd'hui, même plus qu'à l'époque. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Bon, voilà, il était mort et puis c'était trop brusque. Et là, plus le temps passe, plus on n'a vraiment pas envie de perdre ces souvenirs-là, quoi. Et puis il y a des refrains qu'on n'oublie pas ou presque pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Au soleil, c'était quoi après? Chaque fois c'est pareil, puis après je me remets plus. Je me lève et je te bouscule, tu ne me regardes pas comme d'habitude. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on verra jamais. Alexandrie et Alexandra, je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. C'est extraordinaire, non? Ce que j'aimais bien, c'était Claudette. Le lundi au soleil, nanana. Alexandrie, Alexandra. J'ai tous les disques à la maison. Il y a mon fils et mes petits-enfants qui le chantent. C'est pas cette année-là. Ça revient, nanana. Ouais, ça me dit quelque chose. Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais. Surtout pas aujourd'hui d'ailleurs. Chaque fois c'est pareil. Et voilà. Et voilà. Oh, il doit apprécier. Merci de votre fidélité.